Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui dans un procédé critique, moment assez spécial, non pas parce que je suis pris par les allergies et que je vais parler du nez, ça vous avez peut-être l'habitude, mais bon, désolé d'ailleurs si c'est pas très agréable à l'oreille, mais parce que tel que vous me voyez là, je fais ce petit blabla en mode très à chaud. Alors c'est souvent le cas dans ce concept, mais bon, d'habitude c'est au moins 5-10 minutes minimum que j'attends pour lancer un enregistrement. Non, là ça peut être une. Voilà, j'ai fini le film, qui n'a même pas de générique final, puisqu'il est au début, et bim, direct, j'ai placé mon appareil numérique pour vous parler de ce premier long métrage de Jacques Rivette, sorti en 1961, Paris nous appartient. Tout simplement parce que j'ai tellement cogité, notamment, on va dire, dans son dernier tiers, que je me suis dit que si je n'osais pas en parler de suite, ça allait être trop le bazar dans mon esprit, et que je ne pourrais même pas en faire une procédé critique. Ça ne veut pas dire que je vais réussir à la faire de façon très structurée, ça c'est certain que non. Alors premier long métrage, oui, mais j'avais vu de lui avant Le Goût du berger, un cours qui a été repris visiblement indirectement par Hitchcock. Alors c'est amusant parce qu'il est fan de Hitchcock. Alors, pour sa série Alfred Hitchcock présente, quoi. Et Jacques Rivette, c'est un mystère pour moi, quand même, parce que ces films les plus connus, comme La Belle Noiseuse ou Out 1, etc., on m'en a beaucoup parlé, je les ai toujours pas vus. Alors j'ai décidé de commencer par son premier, qui n'est peut-être pas le plus représentatif, j'en sais rien. Mais est-ce que j'ai regretté? Pas vraiment, parce que c'est ça le cinéma aussi. Ça fait réfléchir, ça peut donner mal à la tête, et je vais essayer d'exorciser mon ressenti dessus, parce qu'il y a des choses à dire. Alors... ce que j'aurais pu commencer par dire d'ailleurs, c'est que ça fait partie de la nouvelle vague. Et que c'est un petit peu dans un cycle actuel, donc sur ma chaîne, où je remonte aux origines de ce courant cinématographique français. Il y a quelques semaines, j'ai évoqué La Pointe Courte d'Agnès Varda, les débuts non officiels. Ensuite, c'était autour du Beau Serge, qui lui, pour le coup, est le premier long officiel. Après, ça ne veut rien dire. Ce qui aurait très bien pu être le cas pour Paris nous appartient, car il a été confectionné en 1958, mais il a mis 3 ans à voir le jour. Compliqué apparemment. Tant et si bien que Truffaut, qui a la coproduction avec Chabrol, l'a cité dans Les 400 coups, où la famille Douanel, à un moment, va voir le film. Sauf qu'il n'existait pas encore. C'est génial ça. Et comme souvent avec la nouvelle vague, on retrouve dans les rôles principaux actrices et acteurs qu'on ne connaissait pas trop à l'époque, pas professionnels en tout cas. Betty Schneider, Gianni Esposito, Daniel Kroem et Françoise Prévost, donc pour les principaux. La première nommée jouant Anne, la protagoniste principale, avec laquelle beaucoup d'autres protagonistes vont jouer peut-être, et avec laquelle Jacques Rivette va jouer avec nous, car c'est un personnage miroir du spectateur. C'est ainsi que je l'ai ressenti en tout cas. Alors, comme souvent également avec la nouvelle vague, quelques coucous de potes, comme Jean-Claude Brialy, qui était l'ami de tous, de ces cinéastes des cahiers du cinéma, et eux-mêmes sont là. Jean-Luc Godard, il a un rôle, il a une scène où il parle pas mal, Claude Chabrol, Jacques Demy, ou Jacques Rivette lui-même d'ailleurs, qui sont le temps d'une fête, je crois, enfin peut-être pas les trois, mais 2 des 3. Et nous sommes ici face à une sorte de film de complot bizarre, qui se met en place comme ça, enfin, oui et non. Parce que ce film, il y a beaucoup de oui et non, beaucoup de peut-être. Débarque à Paris, Anne, qui est donc potentiellement une apprentie actrice, enfin elle veut jouer au théâtre. La première fois où on la voit dans sa chambre, donc après son arrivée en train, on fait un lien comme ça, je parlerai peut-être de ceci plus en détail après, eh bien elle lit du Shakespeare en anglais, et elle s'entraîne peut-être, et en effet elle va participer à une troupe de théâtre qui veut mettre en place Périclès, qui n'est pas du tout l'une des œuvres les plus connues de Shakespeare d'ailleurs. Et en parallèle, Anne va s'intéresser à quelque chose de spécial, un mystère, car sa copine de Chambray, là, a vu son frère, Juan, mourir. Soi-disant un suicide, mais d'après cette sœur, c'est pas tout à fait, probablement pas le cas, on ne sait pas, complot, l'aurait-on tué? Car ce Juan en question, qui était musicien, d'ailleurs on a perdu aussi quelque chose qu'il a composé, qui devait être utilisé pour une des pièces de théâtre, qui sera donc montée par celui qui va faire celle de Shakespeare où elle va jouer. Donc c'est là où on a le lien entre les deux histoires, j'y reviendrai après. Bref, il y a quelque chose qui a disparu, lui il est mort, et du coup, Anne, au début, elle n'y prête pas attention. Sauf que dans un dîner après, où elle se réunit, elle entend d'autres gens en parler, notamment un Américain, Philip Kaufman, alors c'est son nom, le même nom que le réalisateur scénariste, même qu'à un moment, je me suis demandé si ce n'était pas un lien. Il n'avait rien fait de connu à l'époque. Voilà.
Philippe Copland, il a fait par exemple L'invasion des profanateurs, 1978, qui pourrait être vu comme une allégorie du complot aussi, enfin de choses comme ça, ou de la guerre froide de l'époque, ou autre. C'est amusant vu le contexte ici. Bref. En écoutant ce monsieur, elle va commencer à se demander si en effet il n'y a pas quelque chose qui menace, des gens qui pourraient mourir à cause de on ne sait pas quoi. Et ce Juan là, c'est un ancien gars qui a lutté contre pendant le franquisme. Donc, voilà. C'est déjà assez frontal comme ça dans cette explicitation qui sera encore plus évidente à la fin. Et elle va partir enquêter. Voilà, il y a son frère hein, dans le lot. Le frère c'est Pierre, je crois, qui est joué par François Mestre. Et elle va rester un petit peu avec ce Gérard, le metteur en scène, qui pourrait être le prochain sur la liste, d'après l'américain journaliste-auteur, là, Philippe, qui lui d'ailleurs a fui le macartisme de son pays. Donc de toute façon, on est en plein dedans. Voilà. C'est très très passionnant ça. On est dans cette atmosphère guerre froide, post-seconde guerre mondiale, et qui renvoie aussi au démon de ce qui a mis la poudre au feu et qui a fait monter aussi certains régimes avant la seconde guerre mondiale. Donc là-dessus, la peur de ces choses-là, de ces régimes, c'est très orwellien comme film potentiellement d'ailleurs, tiens, maintenant que j'y pense. Et alors, en fait, on va suivre deux histoires en parallèle, quoi. La mise en place de cette pièce de théâtre, c'est pas le sujet principal du film, mais quand même c'est montré, c'est intéressant. Sachant que Jacques Rivette s'est beaucoup intéressé au théâtre et qui théâtralise beaucoup de choses ici, même il théâtralise le complot peut-être, et qu'il fera des pièces de théâtre après, aussi. Et donc, ce qui est le plus passionnant sur le papier, hein, de prime abord, c'est Anne à la quête de la vérité. Elle court derrière une chimère, hein, voilà. Elle va douter, beaucoup de doutes, et nous aussi, spectateurs, on va douter, mais bon. Alors, ce qui m'a fait aussi faire cette vidéo très vite, c'est que j'ai ressenti quelque chose de spécial au visionnage de ce film, c'est-à-dire que pendant une grande partie de celui-ci, j'ai pas réussi à rentrer dedans. Enfin, au début, si je suis là, je dis, ah ouais, très très belle introduction, arrivée en train, ça dit beaucoup de choses, hein, la provinciale qui arrive à Paris, le train c'est très cinématographique, et limite, la caméra, elle continue à faire une sorte, un travelling plutôt pivotal panoramique dans sa chambre, derrière, une transition comme ça ouvre parfaitement le film, qui d'ailleurs sur son générique cite du Charles Péguy, Paris n'appartient à personne, qui contredit le titre du film, ou plutôt le titre du film contredit cette citation, Charles Péguy était un auteur assez, on va dire, old school, un peu catho, patriote, qui n'était pas du tout dans ce que la nouvelle vague voulait mettre en avant, donc on sent déjà un petit coup de poing, un petit coup de pied dans la fourmilière, c'est un film très nouvelle vague, qui ose quelque chose, qui est en confrontation. Mais déjà, voilà, on est déjà dans un entre-deux. C'est un début où il y a des choses qui existent en même temps. C'est un peu du cinéma de Schrödinger. C'est-à-dire que il y a peut-être un complot et il n'y a peut-être pas un complot. Ou il y a à la fois un complot et pas un complot. C'est comme l'histoire du chat dans la boîte qui est à la fois mort et pas mort. C'est pareil. C'est-à-dire qu'on va jouer perpétuellement sur un entre-deux dans le film. L'entre-deux des deux intrigues. L'entre-deux du complot, pas complot. Et c'est un film de peut-être. C'est-à-dire que beaucoup de fois, les personnages, je me suis rendu compte de ça vers la fin, beaucoup de peut-être. Peut-être. Voilà, beaucoup d'hésitation, de doute total, de doute même de ceux qui croient être victimes d'eux, paranoïa, et donc, a fortiori de, voilà, genre bafouille, de Anne et du spectateur. Parce que selon moi, Jacques Rivette, et c'est mon interprétation très à chaud là, décide de jouer avec son personnage, d'ailleurs, elle a conscience. Elle est consciente à un moment de se dire, est-ce qu'on joue avec elle? Elle se pose cette question. Mais il joue autant avec le spectateur qu'avec elle. Et donc elle, c'est le reflet du spectateur. Et à un moment, je me suis rendu compte d'un truc, c'est une épiphanie à ce niveau, c'est que certains dialogues et certaines répliques, c'est comme si les personnages nous parlaient à nous, en parlant à Annie par exemple. À Anne, pardon, je l'appelais Annie, mais c'est Anne. À un moment, il y a quelque chose, je sais pas quoi, et... c'est difficile, mais accrochez-vous. Voilà, il y a ça comme réplique. Et à ce moment-là, je me suis dit, il me parle à moi, là, accrochez-vous. C'est là où je commençais à voir un peu plus clair, mais je me suis dit, c'est un peu lourd à digérer, en plus ça dure plus de 2h20 et tout. Accrochez-vous. Et en effet, à ce moment-là, je me suis accroché, il devait rester 40 minutes, je sais pas, à ce moment-là, du film, peut-être moins. Et j'ai eu l'éclat de cette œuvre qui m'est apparue au grand jour, tout simplement. Et donc les dernières minutes, je les ai dévorées. Je les ai dévorées parce que je me remémorais de certaines choses avant, je me dis pourquoi, la première partie et tout, puis il y a des choses qui sont apparues, quoi.
Et puis je me suis surtout rendu compte du geste cinématographique absolu. C'est-à-dire que c'est du cinéma de nouvelle vague, donc oui déjà, bon, c'est presque cliché de le dire, mais Paris est un personnage à part entière, c'est tourné en extérieur, décor naturel, un peu en intérieur aussi, mais c'est très nouvelle vague, c'est ce qui a été fait, ce qui sera fait après, enfin bref. Et c'est passionnant parce que dans l'ambiance et la façon de filmer Paris, c'est formidable. Même qu'à un moment, il y a un personnage qui va sur les toits, là, et ça a donné lieu, je crois, à un des visuels de l'affiche. C'est presque gratuit, mais il y a aussi la perspective autour de Paris, on le voit sur les toits. C'est l'un des gars qui pourrait être victime du complot, et t'as envie d'y croire à ce moment-là, sauf que la façon dont il le fait, ça n'a presque aucun sens là où c'est placé dans le film. Bon, pourtant ça annonce plein de choses aussi de ce qui se passera après. Et certes, la fin est peut-être trop frontale dans ce qu'elle veut dire, mais en fait, il y a toujours ce doute permis. Bon, ça dit trop frontalement qu'elle pourrait être la menace du complot, mais bon, on le comprend, à partir du moment où on sait que l'espagnol, le musicien espagnol qui est mort, est un ancien... on va dire, anti-franquiste. Bon, de toute façon, c'est assez clair là-dessus. Cette peur d'un retour de ce qu'il y avait avant. C'est même pas peur donc, de ce qui pourrait subvenir après avec la guerre froide, la peur nucléaire et tout. C'est une peur de ce qu'il y a avant. C'est une peur de plein de petits trucs comme ça. Et c'est intéressant parce que je ne sais pas si Jacques Rivette voulait mettre ici son idéologie. J'en sais rien. J'ai rien lu sur Jacques Rivette. Mais en tout cas, il joue sur ses codes. C'est-à-dire que nous, on va douter. Et on peut douter aussi de l'intention de Jacques Rivette. Ce dont on ne doute pas, en tout cas, c'est qu'il veut faire du cinéma libre et qui se permet cette liberté, y compris dans le ton, y compris dans les interprétations qu'on peut en faire. Et ça, je trouve ça formidable. Voilà. Alors, c'est un film qui n'est pas facile à capter, je pense. C'est très difficile de rentrer dedans, quand bien même sur la mise en scène, il y a un style, hein. Tu sens quelque chose. Hein. Il y a parfois presque plus de mise en scène, entre guillemets, hein, sur le plan esthétique, que ce qui était fait à l'époque, en tout cas pour la nouvelle vague. Parce que bon, hein, voilà. Encore ça se discute. En tout cas, le jeu sur les espaces des personnages, c'est assez fort, quoi. Le temps se dilate aussi, il y a quelque chose, c'est pas trop là, hein. C'est pas combien de jours se passent, etc. En tout cas, c'est à la fois théâtral et cinématographique, c'est très unique en son genre, et pourtant on retrouve plein de trucs. Et aussi, une partie plus à l'ancienne, quasi film noir de complot, à la Hitchcock aussi, parce que le personnage Anne, c'est une héroïne hitchcockienne qui est... Bon, il était fan d'Hitchcock, hein, je l'ai déjà dit. Et c'est vrai que le film joue sur cet entre-deux permanent et sur deux choses en même temps. Hein, je reviens à ce que je disais. Et c'est ça qui est fort, parce qu'il y a l'équilibre qui arrive à se maintenir. Ce qui est aussi intéressant, et ça je ne sais pas pourquoi, mais ça peut aussi avoir ce double jeu, c'est que le film qui se déroule à Paris, à un moment il en sort et il se termine clairement ailleurs. Hein, se porte sur ce lac avec des oies ou des oiseaux, je sais pas quoi. Alors c'est peut-être très proche de la banlieue parisienne, mais c'est quand même pas très vraiment dans Paris. À moins que ce soit dans un parc de Paris, mais quand même en 1961, j'en doute. En plus, ça a été tourné en 59, c'est pas 58, c'est pas grave. Bref, voilà, il fallait que je fasse ça très à chaud, désolé, hein, c'est un peu pêle-mêle tout ça, et puis bon, un peu mal à la tête avec le débouché, c'est pas facile de parler beaucoup quand on a du mal à respirer de tous les orifices, hein, désolé du terme, mais c'est pas grave. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, parce que je serais content de vous lire. Si vous avez vu le film plusieurs fois, si vous le connaissez depuis plus longtemps. D'ailleurs, moi je vais attendre avant de lire des analyses ou autres, ce que je fais parfois après avoir fait des improvisés critiques, parce qu'il y a toujours un écho qui se fait comme ça. Là, je vais me garder cette analyse personnelle très à moi, hein, qui vaut ce qu'elle vaut, elle est vraiment très limitée, hein, bien sûr. Mais ce ressenti, en tout cas, je vais jalousement me le conserver en moi-même, comme ça, enfin avec vous là, parce que vous verrez cette vidéo probablement plus de 2 semaines après le tournage de celle-ci, donc j'ai le temps d'avoir vos réactions. Là, vous pouvez y aller, hein, vous pouvez vous lâcher. Allez, je vous dis à la prochaine, ciao.